So let me now turn to the panel, ask for a very last reaction, and ask them maybe to highlight one or two central ideas that they would like the audience to remember for this, from this discussion. Who would like to start? Serge, let me do it this way. Moi j'aurais deux points qui me paraissent majeurs parce qu'on est en train de réfléchir sur l'agenda post-2015 et on voit bien que sur l'eau, il faudra continuer à travailler, mais c'est comment nous définissons les objectifs au niveau global. Je pense qu'une erreur en 2000, c'était d'avoir uniquement des objectifs globaux que tous les pays, quel que soit leur point de départ et leur contexte, devaient atteindre. Donc nous, à l'OCDE, on réfléchit à l'idée d'un double tracks, des objectifs globaux, et puis ensuite déclinés au niveau national ou régional en fonction de la situation du pays. Et puis le deuxième sujet, c'est quand même cette question d'allocation de l'aide. Allocation intersectorielle, parce que c'est très compliqué. Est-ce qu'aujourd'hui, l'aide allouée, la part de l'aide au secteur de l'eau est insuffisante? Qui peut le dire? Comment on définit ça? Et surtout, l'allocation géographique, qui est un vrai sujet, et qui renvoie encore une fois à un problème de gouvernance mondiale. Moi, j'étais très frappé parce que j'étais très impliqué dans la négociation finale de la déclaration de Busan. On a essayé de porter ce sujet, comment arriver à une meilleure allocation globale de l'APD, en demandant notamment aux organisations multilatérales peut-être de jouer un rôle de bailleur de fonds de dernier ressort. J'étais très frappé de la réticence à rentrer dans ce sujet parce que chaque agence multilatérale, comme chaque agence bilatérale, a ses propres critères d'allocation de l'aide. Encore une fois, avec une prise en compte croissante des critères d'efficacité. Et là, on a une vraie difficulté à gouverner l'allocation globale de l'aide d'une façon efficace en fonction des besoins des pays. Ça me paraît un sujet lourd, y compris pour le secteur de l'eau. Merci beaucoup, Serge. Monsieur le ministre? Écoutez, merci beaucoup. Je voulais d'abord vous remercier pour l'invitation qui nous a été faite de participer à ce débat très intéressant. Et concernant l'aide, je pense que les critères d'aide, les principes qui gouvernent l'aide au niveau des pays donateurs, je pense, devraient certainement être revus parce que je constate que le principe de sélectivité est toujours là et on essaye d'envoyer l'aide là où apparemment ça a l'air d'être plus efficace parce que le pays a la capacité, alors que le pays peut-être a moins besoin que les autres pays. Donc je crois qu'il y a une petite confusion qu'il faut certainement lever. Si on dit qu'un pays a une faible capacité d'absorption, alors il faut l'aider à renforcer cette capacité d'absorption. Sinon, alors ce sera le serpent qui va continuer à se mordre la queue. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, je pense que l'aide publique devrait pouvoir jouer un rôle donc, de levier pour encourager le secteur privé à s'investir dans ces secteurs très risqués, mais également servir, comme je l'ai dit, à renforcer la capacité des pays donateurs. Mais il ne faut pas que l'aide ou les donations, les dons, aboutissent à déresponsabiliser les pays bénéficiaires. Donc il ne faut pas que la mentalité d'assistance ou d'assister s'installe dans les pays au point que finalement, on va penser que cette aide-là ou ces dons-là sont pour toujours. Alors que l'aide, normalement, doit pouvoir être utilisée pour la rendre inutile à terme. Donc je pense que cet aspect-là également doit pouvoir être vu. Alors, le secteur privé, à mon avis, a un rôle à jouer et je pense qu'il y a certainement les contextes nationaux qui varient, mais je pense que le levier que l'aide publique peut jouer ou que l'investissement public peut jouer, ce levier doit pouvoir être maintenu, mais il faut qu'on puisse trouver des modalités pour que le secteur privé accepte d'allier son efficacité avec une prise de risque, parce que le risque n'est jamais nul à 100%. Alors, concernant les modalités de financement innovant, je pense que cette idée de swap contre la dette, je pense que devrait pouvoir être bien approfondie parce que nos pays souvent vont vers le point d'achèvement de l'aide
Et je pense que les pays qui annulent l'aide pourraient peut-être penser à allier cette annulation avec une certaine allocation de cette aide-là dans des secteurs comme l'eau, comme d'autres secteurs. Alors, dans les pays miniers comme la Guinée, je pense que le secteur minier, qui est un secteur qui rapporte, mais également qui pollue, je pense que ce secteur-là devrait pouvoir être mis à contribution pour pouvoir financer des secteurs comme l'eau. Voilà, donc en tout cas, merci beaucoup et je crois que les financements innovants, c'est certainement l'avenir, mais le problème, c'est que certainement, ils sont réguliers, mais leur rendement reste encore faible parce que les transactions internationales sur les bourses, normalement, devraient pouvoir être mises à contribution. Les compagnies internationales qui ne payent pas d'impôts dans leur pays devraient également être mises à contribution parce que quand on vérifie, on se rend compte qu'elles ne payent l'impôt ni dans leur pays d'origine, ni dans les pays où elles investissent. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Rachel? I think that there are 4 critical components of the enabling conditions necessary to spend current aid flows or current financing in the sector more efficiently and to mobilize more financing. The first one, and you've heard it from the Minister, brothers, is the public governance necessary in order to create the conditions whereby public sector projects can be run efficiently and the private sector is attracted in. The second is that we have to use data and evidence to raise the profile of water, in particular sanitation, and reframe the issues differently. So, talking about the cost to countries of not investing in the sector, the opportunity cost over time, whether that's in health or in other impacts of sanitation. And I think in other development issues, we've done that quite successfully over the last decade or so. So use data and evidence to present the issue in a very different way and raise the profile. Indonesia has increased its financing for sanitation massively as a result of data in 2008, 2009 that showed exactly what the economic cost of not investing in the sector is. So I think that's important to do. The third one is using innovation in order to show where the investment opportunities are for public and private. So the kind of work that we and others did in Liberia, helping to using information technology to map where all the water points were in the country in order to actually help the government lay out what its investment plan should really be. And the fourth one is a flip side of governance, which is open data access. And that allows a different kind of conversation between citizens and utilities, citizens and government around what is needed and the way in which it is needed. And Kenya has an amazing open data program now, and you're really able to start to see the kinds of conversation about priorities, the kinds of conversations around project development and program development. And I think that's very important as well. So I would say if we could focus on that. We often focus on there isn't enough money. I don't believe there isn't enough money. It's a question of mobilizing those funds in the most sensible way. Thank you very much indeed. Frank? Likewise, I have 3 points I'd like you to take away. The first is that I think it's time to focus on sanitation and no longer to speak about water and assume that sanitation is somehow included in that, which we still do too often, too much, including in this forum. So explicitly focusing on sanitation, and within that for governments to have policies for basic sanitation, not only to have policies for increased coverage with sewer systems and wastewater treatment plants, but to have explicit policies for coverage with basic sanitation. And third, then, we will certainly commit to invest in innovation, where innovation for us is indeed partly technology, but because particularly for urban sanitation, we believe we don't have the kind of solutions that we are confident we can scale, but also to make sanitation into a business, to come up with business models that use that improved technology, that provide a service in emptying and treating human waste where the service is affordable by poor people and indeed delivers a real health benefit, probably with a somewhat reduced cost from recovering energy and nutrients. Thank you very much, and thanks all of you for, I think, very insightful comments, and thanks to the audience for their
participation contribution as well. Let me just add one thing, which is that taxpayers' money is a scarce commodity. It's a vital commodity, especially in the water sector, but I think we need to be very focused on what is a counterpart of using a taxpayer money, what are the objectives there. It shouldn't be automatic, and I think that we want to get value out of that, value in terms of social value and economic value in the area of water and sanitation, and I think probably we tend to use it a little bit more too lightly in many respects. So we need to focus on what we can get out of using public money in this sector and how to combine that effectively with private access money and savoir-faire and behavior. Thank you very much. I think it was a fascinating discussion, and I'd like you to applaud our panel members. Thank you.